Maintenant, on passe à une autre rencontre virtuelle, celle-là, d'un franco-ontarien d'adoption. On va parler essentiellement de patrimoine, puis un peu aussi de l'idée de naître ailleurs dans le monde et de vieillir en Ontario. Février, bien, on le sait, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Mais saviez-vous aussi que c'est le mois du patrimoine de l'Ontario français? Que le réseau du patrimoine franco-ontarien a organisé une série de consultations publiques pour savoir comment on pourrait mieux inclure le patrimoine des communautés immigrantes dans le patrimoine franco-ontarien et en même temps, comment on pourrait mieux transmettre notre patrimoine franco-ontarien aux communautés immigrantes. Mon prochain invité va nous aider à démêler tout ça et nous donner le point de vue de quelqu'un qui est né ailleurs dans le monde, mais qui a choisi de vivre et de vieillir en Ontario français. Alors, accueillons chaleureusement M. Body Ngoy. M. Ngoy, êtes-vous là? Bonjour. Ah, bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, vous allez Je suis bien? là, Richard. Je vous suis depuis le début. Ah, vous me suivez depuis le début, c'est très gentil. J'espère que ça vous plaît. Et bien, écoutez, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Ça fait là, je vous vois à l'écran. Bienvenue, M. Ngoy. Donc, sans plus tarder, commençons en parlant du sujet, plongeons dans le vif du sujet. Depuis les 2 dernières semaines, en février, vous et Mme Lydia Philippe et Mme Ethel Côté, vous avez conduit une consultation pour le compte là, du patrimoine de l'Ontario français, du réseau du patrimoine de l'Ontario français, pardon. Donc, c'est ça, une consultation. Pourquoi cette consultation, puis pourquoi maintenant? Ça sera mes premières questions. Merci, Richard. Pourquoi ces consultations et pourquoi maintenant? Je pense que nous sommes rendus là. Ça prend un cheminement. Madame Droyon l'a dit tout à l'heure que les cœurs brisés, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre formation, cheminement, et tout ça, les mettre ensemble, effectivement. Lorsqu'on parle on parle aussi de solitude hein, entre les francophones, disons, d'accueil, donc, comme on dit, des souches, Oui. et les francophones de l'adoption, les franco-ontariens qui viennent d'arriver de partout. Et puis, je pense qu'on est maintenant rendu où on est rendu à un lieu où les relations deviennent de plus en plus horizontales. Donc, ce n'est plus à la verticale, mais horizontale, ça veut dire qu'entre nous, les francophones, on s'apprivoise, on se rencontre dans les écoles, au milieu du travail, au niveau communautaire. Alors, on veut mieux se connaître. Alors, en voulant mieux se connaître, on s'est dit effectivement que nous avons de la richesse, n'est-ce pas, culturelle de l'un et de l'autre. Culturelle, voilà, patrimoniale. Alors, donc, c'est le moment de mettre ces richesses-là ensemble. La richesse d'abord de la francophonie de souche, c'est qu'on a connu depuis Étienne Brûlé, Champlain qui sont arrivés, rencontrer justement les communautés autochtones et ceux qui sont venus après. Donc, mettre tout ça ensemble pour faire le grand nous francophones en Ontario. Puis donc là, on est comme rendu, si je comprends bien, à l'intersection où on devrait commencer à se métisser plus culturellement, c'est-à-dire avec l'apport des francophones de l'immigration, puis les francophones d'ici. Puis en faisant ça, est-ce qu'on entrevoit un moyen justement de renforcer la francophonie en Ontario? C'est un peu ça le but de la consultation? Absolument, absolument. Si on dit on met ça ensemble, c'est-à-dire que mais avant de les mettre ensemble, il faut d'abord connaître c'est quoi le patrimoine franco de souche qu'on a trouvé ici à travers la culture, l'éducation et tous les combats menés par les prédécesseurs. Et maintenant aussi, effectivement, connaître aussi ce que la part des nouveaux arrivants, des communautés racialisées, et le mettre ensemble pour effectivement constituer une véritable richesse parce qu'il y a des éléments que nous manquons lorsque nous ne côtoyons pas, lorsque nous ne travaillons pas ensemble dans le quotidien. Donc, nous manquons effectivement des bonnes choses, de la bonne richesse pour la francophonie dans son ensemble. Donc, c'est le moment de le faire. Oui, puis j'ajouterais qu'à force de se connaître aussi, de se côtoyer de façon plus assidue puis plus ouverte, on peut se débarrasser aussi de certains préjugés qu'on peut avoir de part et d'autre, puis de connaître les individus pour ce qu'ils sont, au lieu de juste comparer des cultures ou des entités politiques. Absolument. L'être humain a tendance toujours à le faire, d'abord à se rassembler avec ceux qu'on connaît le plus, ceux qui nous ressemblent physiquement,
par la couleur de la peau, par l'histoire. Effectivement, maintenant, nous sommes plus ou moins positivement obligés, n'est-ce pas? Parce que nous partageons beaucoup de choses ensemble. D'abord, la langue qui est extraordinaire, la langue française. Et si des habitudes, hein, moi, je peux vous dire quand même que en tant que francophone noir, je me sens beaucoup plus proche aux francophones blancs, aux Canadiens blancs francophones que, par exemple, aux Noirs de la Jamaïque, par exemple. Vous voyez, c'est parce que la langue nous unit et ça va aussi avec les cultures. Voilà. Excellent. Donc, c'est vraiment le moment de faire ce pont-là qui est extraordinaire et qui certainement va nous apporter des résultats étonnants. Bien, parlant de résultats, puis le temps file déjà, là, comme je le disais à Mme Lapointe, quand on s'amuse, le temps va toujours trop vite. Mais est-ce qu'il est trop tôt là, pour tirer des conclusions de cette consultation-là? Est-ce que la consultation a permis de répondre aux questions que se posait le réseau du patrimoine ou est-ce que c'est encore trop tôt là, pour savoir vers quoi on s'en va? Ben, vous êtes pressé de connaître Richard. Mettons la balle à terre, tranquillement, les consultations continuent. OK, c'est pas fini. Tôt, Richard, je ne vais encore rien dire, mais je peux quand même dire aux gens qui nous suivent en ce moment, nous avons eu des échanges extraordinaires. Des échanges, je dirais, certains parfois houleux, les gens se sont ouverts pour dire des choses qu'ils voient, qu'ils observent et ce qu'ils pensent faire justement pour rendre la francophonie vraiment unie et riche. Donc, c'est à contre-tour, nous avons encore des entrevues ciblées entre certains membres de la communauté, des deux communautés, communauté racialisée, communauté d'accueil. Donc, ça continue encore, mais c'est sûr que nous allons rédiger le rapport final d'ici le 31 mars. On sait aussi que bon, ça se concilie aussi avec la fin de l'année fiscale pour le réseau de patrimoine franco-ontarien qui organise des consultations. Donc, c'est encore très tôt, mais on ne va pas garder les gens à leur fait longtemps. Parfait. OK. Mais justement, on parle de temps, puis je pense au mois de février, qui est le mois le plus court de l'année, pour ne pas dire le plus froid aussi. Ça fait bien des choses à mettre dans le même mois parce que, comme je le disais plus tôt, c'est le mois de l'histoire des Noirs, puis c'est le mois du patrimoine franco-ontarien. Est-ce que vous trouvez que c'est dur de concilier les deux dans un si petit mois? Ou est-ce que l'un fait un ombrage médiatique à l'autre ou est-ce qu'il y a moyen de combiner tout ça justement dans l'esprit de métissage qui semble être proposé dans la démarche de la consultation? Très bon point. Au contraire, c'est l'un complète très très bien l'autre. Parce que je pense que même c'est bien choisi, le mois de l'histoire des Noirs et le mois de patrimoine franco-ontarien, surtout pour les Noirs francophones. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est aussi extraordinaire aussi pour les artistes que moi je suis. Je fais la bande dessinée, j'écris des bandes dessinées qui parlent justement de la transmission du patrimoine, des traditions, des valeurs. Je partage des valeurs à travers les bandes dessinées. Donc, ça me permet de partager et les valeurs afro-descendantes et en même temps les valeurs francophones de l'Ontario. Et je pense que c'est la même chose pour les gens d'affaires, les intervenants communautaires. En éducation, c'est la même chose. Je pense qu'on peut combiner les deux. Non, oui, ça marche très bien. Je préfère vraiment que ça reste comme ça, de célébrer ce patrimoine-là au même moment et au mois de février. Et ça marche très, très bien. Excellent. Fait que, comme m'a déjà dit un collègue jamaïcain à l'époque où je travaillais au Musée des civilisations, le mois de l'histoire des Noirs, ça devrait être le mois de l'histoire des Noirs et des Blancs parce que on a toujours été ensemble, pas toujours confortablement, je dirais, mais l'histoire des uns et des autres est liée de toute façon. Fait que c'est bien qu'on puisse justement en parler de tout ça en même temps et de réunir les sujets. Votre ami a complètement raison, et puis c'est ce que les consultations vont nous prouver dans leur rapport final. Excellent. Moi, pour finir, parce qu'il ne reste déjà plus beaucoup de temps, notre recherchiste, Fernand, m'encourageait à aller un petit peu du côté personnel, à aller fouiller un petit peu dans votre vie personnelle. Il paraît que vous avez accueilli votre maman de votre pays d'origine, la République démocratique du Congo, tout dernièrement.
Et puis, il paraît aussi que les maisons, les foyers d'accueil, de retraite pour les personnes âgées, vous n'étiez pas un grand fan de ça. Et puis, là, on se demande, est-ce que votre avis a changé là-dessus depuis que vous avez accueilli certaines personnes chez vous? Oserais-je demander? Oui, oui, absolument. Bien sûr, Richard, j'ai le plaisir de le dire. Je leur ai fait rire, effectivement. Je leur ai dit, ben, écoutez, ça a été une, une découverte et révélation pour moi d'avoir effectivement ma mère parmi dans ma famille avec ma conjointe et tout ça. Et puis c'est là où je me suis rendu compte que oui, on a beau lancer des tomates aux communautés blanches en disant ben ces communautés, les sociétés blanches occidentales laissent leurs personnes âgées dans des résidences, les abandonnent là-bas. Non, je pense quand même qu'il y a un besoin. Il y a un besoin parce que autant nous aimons avoir maman parmi nous, mais autant aussi on se rend compte que ça lui manque un peu. C'est que Madame, je pense que Drouin disait que ça lui manque des amis, de faire des amis, de se confier peut-être à quelqu'un, ou parler de son enfance, parler de sa vie personnelle, peut-être amoureuse, à une amie, à d'autres personnes qu'elle ne pourra pas peut-être pas le partager avec mon épouse et moi. Voilà, donc je pense vraiment que pour la première fois moi-même, je pense à construire même, à m'associer avec des gens qui vont construire des maisons de résidence, des maisons de retraite pour des personnes âgées, mais en autant que ces maisons-là soient culturellement adaptées. Voilà, puis c'est ça, bien, vous touchez encore un bon point, c'est ça, quand on arrive dans un autre pays, on n'a pas nécessairement tout le cercle d'amis et de soutien qu'on avait dans son pays d'origine. Donc oui, d'avoir des lieux de rencontre comme ça peut être bénéfique pour tous. Bien, on la salue, votre chère maman, en passant, puis moi, je m'inspire de Boucard Diouf pour lui souhaiter qu'avec l'hiver qu'on connaît, je lui souhaite de se consoler parce que le choc thermique va rendre le choc culturel beaucoup plus facile à vivre, je pense. Donc, Buddy and Guy, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine fois, j'espère.